Bien, donc rebonjour. On va parler là du site de fixation de l'anticorps à l'antigène, le site anticorps que l'on va étudier attentivement. Donc, la localisation en fait de ce site, vous allez le voir apparaître ici. On va s'intéresser à cette région-là, la région de l'anticorps qui va se lier en fait à l'antigène. Cette région a été déterminée par des techniques de diffraction des rayons X, où on étudie la structure donc, de cristaux, et on va regarder à l'aide de ces techniques donc, de diffraction aux rayons X exactement ce qui se passe à cet endroit-là, ici, l'endroit où l'anticorps se lie à un antigène. Par exemple, ici, c'est le virus de la polio. Vous apercevez qu'un virus qui pourtant est tout petit, le site de fixation de l'anticorps à l'antigène ne va toucher qu'une toute petite partie de ce virus qui vous apparaît là très très gros. En fait, le premier qui a étudié ça, c'est Paul Jacques, on va le voir. Et on va voir que, en fait, le site de fixation de l'antigène sur l'anticorps, que ce site varie avec la taille de l'antigène. Je m'explique. Lorsque l'antigène est très gros, on va voir que la liaison de l'anticorps à l'antigène se fait un peu comme une liaison d'une fermeture éclair. Ça se fait sur une surface qui va être relativement plane, on va le voir, et que la liaison se fait comme un peu une fermeture éclair qui se referme. Alors que ce site de liaison de l'antigène à l'anticorps sera assez différent lorsque l'antigène est tout petit. Vous avez à gauche un gros antigène, à droite un petit antigène. Et ce que je viens de vous dire, c'est que si vous regardez le site de fixation de cet anticorps du fragment FAB à l'antigène, ici à gauche, gros antigène, la surface, on va s'en apercevoir, est plutôt plane et que la liaison se fera un peu comme une fermeture éclair. Alors que si l'antigène est tout petit, il est blotti là l'antigène, vous le voyez, lorsqu'il est tout petit, le site de liaison de l'anticorps à l'antigène n'a pas du tout cette surface plane que l'on voit comme tout à l'heure, c'est plutôt une petite poche. Et tout ça, encore une fois, c'est vu grâce aux techniques de diffraction des rayons X, diffraction des cristaux, lorsqu'on a cristallisé l'antigène et l'anticorps. Et ce que je viens de vous dire, c'est que le premier qui a fait ça, c'est un Français qui travaillait à l'Institut Pasteur, c'est Paul Jacques. Il a fait ça sur un modèle un petit peu particulier, qui est le modèle d'un antigène qui était le lysozyme, qui se lie donc à un anticorps anti-lysozyme. Vous avez ici, vous voyez apparaître l'antigène qui est en vert sur votre droite, et vous voyez chaîne légère, chaîne lourde de l'anticorps, chaîne légère en jaune, chaîne lourde en bleu. Et ce que l'on va faire, pour bien comprendre comment se fait ce site de liaison, on va ouvrir en fait la liaison anticorps-antigène. On va ouvrir comme ça, l'ouverture, la voilà. Vous avez ouvert en fait pour regarder qu'est-ce qui s'est attaché et comment ça s'est attaché. Là, ce que vous allez voir, c'est l'exemple lysozyme, antilysozyme. C'est très souvent comme ça vous donne une idée de ce que représente en fait un site de liaison de l'anticorps à l'antigène. Ça ne veut pas dire que pour chaque antigène et chaque anticorps, ça sera exactement la même chose. Là, qu'est-ce que vous observez? Vous allez observer que, en fait, sur l'antigène, vous avez 16 acides aminés qui vont venir en contact avec l'anticorps. Encore une fois, ça ne veut pas dire que pour tous les antigènes, ça sera exactement 16. Mais ça vous donne une idée. En gros, c'est 16 acides aminés, en tout cas dans cet exemple-là, c'est 16 acides aminés qui viennent se lier à l'anticorps. Et
lorsque vous regardez sur l'anticorps, vous avez en fait 17, le 17e, il est là, 17 acides aminés de l'anticorps qui vont venir se lier à l'antigène. La surface, là, on calcule en angstrom, la surface, et généralement c'est ça, la surface de liaison d'un anticorps à un antigène, c'est à peu près 650 à 900 en angstrom carré. Vous n'êtes pas en mètres carrés comme votre appartement, mais en angstrom carré. Autre chose qui est intéressante ici, c'est que tout de même, beaucoup des 17 acides aminés qui vont constituer le site de liaison de l'anticorps à l'antigène, sur ces 17 acides aminés, il y en a 10 qui proviennent de la chaîne lourde. Donc la chaîne lourde a, ce qui est souvent le cas, plus d'importance que la chaîne légère dans la constitution du site de liaison. Autre chose, ce qui ne vous surprendra pas, c'est que beaucoup de ces acides aminés de la chaîne lourde, parmi ces 10 sur 17, il y en a beaucoup qui vont venir de la troisième région CDR. Vous vous souvenez qu'on avait dit que cette troisième région CDR, cette région hypervariable de la chaîne lourde, était particulièrement importante pour la liaison d'un anticorps à un antigène. Donc on s'y retrouve. Vous allez voir ici un autre schéma où vous allez voir ici ce qui se passe lorsque l'antigène s'approche de l'anticorps. Là, on est à 15 angstrom. Sur la vue du bas, vous êtes un petit peu plus près, vous êtes à 7,5 angstrom. Donc, c'est le même antigène et le même anticorps que tout à l'heure. Donc là, c'est un antigène qui est relativement gros. Ça fait une surface plane. Maintenant, on va passer à un autre exemple. On va prendre un tout petit peptide qui est l'angiotensine 2. Et en suivant ce tout petit peptide ici, vous allez voir ce qui se passe. Voilà le site de liaison de l'anticorps à l'antigène. Cette fois-ci, comme c'est petit, vous voyez que ça forme une poche. Vous voyez apparaître ici, en fait, les régions hypervariables, qui sont ces espèces de boucles qui vont vous former la poche. Alors là, vous avez les régions hypervariables des chaînes lourdes, et vous voyez apparaître maintenant les régions hypervariables des chaînes légères. Donc toujours les régions hypervariables qui ont un rôle important, mais qui se mettent un petit peu comme les doigts d'une main pour prendre une pomme, lorsque l'antigène est petit comme une pomme. Lorsqu'il est plus grand, si vous prenez une citrouille, vous aurez du mal à faire comme ça avec la main. Vous allez faire comme ça, vous serez à plat. Alors, ça vous donne donc une idée du site anticorps. Il y a un aspect qu'on soulignera une fois de plus, c'est l'importance de la région CDR3 de la chaîne lourde, ici. Et une autre chose qui est intéressante, c'est qu'en fait, il y a des changements de conformation du site anticorps, notamment des changements de conformation du site anticorps lorsque l'antigène vient se fixer. Alors, on va le voir. Un premier exemple de changement de conformation, on le voit ici. Vous avez un antigène qui vient se lier et vous avez ici simplement la région CDR3. Et vous allez regarder ce qui se passe dans cette région CDR3 avant, en fait, liaison d'un petit peptide et après liaison du peptide. Alors, si vous regardez, ici, vous apercevez, avant liaison du peptide, c'est en bleu, c'est ici. Après liaison, c'est en vert, c'est ici. Vous apercevez en fait que l'orientation des chaînes latérales des acides aminés de la région CDR3 deviennent des orientations différentes. Donc, il y a des changements subtils, mais des changements donc, dans la conformation, par exemple, de la boucle ici CDR3. Vous pouvez le voir sur un autre exemple aussi, ce changement de conformation. Vous voyez ici un antigène. Il est petit, le voilà. Vous voyez ici, avant liaison, cette fois-ci, c'est en rouge.
et c'est un fragment FAB. Et vous voyez ici un changement après liaison, c'est en bleu. Vous voyez que la structure du changement FAB a un petit peu changé. Alors vous allez dire tout ça c'est minime. Vous allez vous apercevoir qu'en fait des changements minimes de conformation, et on va voir maintenant des changements d'acide aminé, des tout petits changements au niveau du site anticorps, ça peut avoir un très très grand effet. On va le voir en regardant un autre exemple, en fait, où il y a des changements de conformation qui sont induits. Alors ça, c'est formidable, ça. Des changements de conformation qui sont induits par la maturation de l'anticorps. On va commencer à le voir aujourd'hui, on le verra un petit peu plus loin. Vous savez que lorsqu'il y a un antigène qui pénètre dans votre organisme, il y a toujours une immunoglobuline de surface qui est à la surface d'un lymphocyte B qui va repérer cet antigène, quelle que soit sa structure. Tous vos lymphocytes portent un récepteur de surface qui est capable de reconnaître n'importe quel antigène. À partir du moment où cet antigène aura été reconnu, le lymphocyte B, on va voir ça longuement, va se transformer en plasmocytes qui vont commencer à faire des anticorps contre l'antigène. Mais au fur et à mesure que votre réponse immunitaire va se développer, l'anticorps qui va être formé va progressivement évoluer pour reconnaître l'antigène avec de plus en plus d'affinité. C'est la maturation en fait de l'anticorps qui se fait au cours de la réponse immune dès qu'un antigène pénètre dans l'organisme. Donc, les clones de lymphocytes B vont réarranger un petit peu différemment leur gène des immunoglobulines. C'est ce qu'on va voir ça dans une heure. Et voilà ce qui se passe. Voilà un antigène qui a pénétré dans l'organisme. Et voilà, en fait, avant maturation, c'est-à-dire tout au début, voilà l'immunoglobuline que fabrique tout au début le lymphocyte pour fabriquer des anticorps qui reconnaissent l'antigène. Puis le lymphocyte, au fur et à mesure de ses multiplications cellulaires, le lymphocyte mature et commence à changer quelques acides aminés pour mieux reconnaître l'antigène. C'est magique ça. Et ici, après maturation, vous voyez en rouge, en fait, la structure du site anticorps qui a été produit par des lymphocytes, des plasmocytes qui finalement ont maturé pour mieux reconnaître l'antigène. Il y a eu 9 changements d'acide aminé. Ça se fait naturellement. Hein. 9 changements d'acide aminé. Et le changement d'affinité induit par ces 9 changements d'acide aminé, l'affinité est augmentée 30 000 fois. Donc vraiment, petit changement, grand effet. Donc c'est ce qui se passe tout à fait naturellement. À chaque fois qu'il y a un antigène qui pénètre dans votre organisme, vous allez faire une maturation en fait du site anticorps pour que ce site anticorps, progressivement, en changeant les uns après les autres les acides aminés, vous fabriquez des anticorps de plus en plus affins. Encore une fois, je trouve ça magique, ça. Alors, on revient sur une chose qu'on avait vue la dernière fois. Vous vous souvenez qu'on avait fabriqué des réactifs, des anticorps, qui étaient capables de reconnaître sur l'anticorps, puisque le réactif, c'était un anticorps qu'on utilisait comme réactif pour scanner la surface d'un anticorps. Et vous vous souvenez qu'en fait, il y avait des déterminants qui étaient des déterminants isotypiques, des déterminants allotypiques, et puis on avait fabriqué des réactifs, ça avait été un petit peu compliqué, capables de reconnaître des déterminants idiotypiques, qui étaient des déterminants qui étaient localisés sur la région variable des anticorps. Bien évidemment, à chaque fois que vous avez une région variable différente, vous allez avoir une structure de ces régions variables qui va être variable et donc des déterminants idiotypiques variables.
Alors, en fait, lorsque vous fabriquez des anticorps anti-idiotypes, des anticorps dirigés contre ces régions variables, toute la région variable n'est pas impliquée dans la liaison de l'antigène à l'anticorps. Donc, vous pouvez fabriquer deux types d'anticorps dirigés contre des déterminants idiotypiques. Voilà un premier type qui est bien un anticorps anti-idiotypique dirigé contre une région variable, mais cette région-là n'est pas impliquée dans la liaison de l'anticorps à un antigène. Vous pouvez fabriquer un autre type d'anticorps anti-idiotype dirigé contre la région variable, mais cette fois-ci dirigé contre le site de liaison de l'antigène à l'anticorps. Alors, comment vous allez être capable de distinguer ces deux différents types d'anticorps? Ce n'est pas compliqué. Si vous mettez en compétition l'antigène ou l'aptène, en l'occurrence, avec l'anticorps, il va déplacer la liaison de l'anticorps, alors que l'autre, l'anticorps en orange, il ne sera pas déplacé. Donc, vous avez deux types d'anticorps anti-idiotypes. Tout ça pour rappeler que toute la région variable, bien entendu, n'est pas impliquée dans le site de liaison d'un antigène à un anticorps. Alors, vous connaissez maintenant beaucoup de choses sur le site de liaison d'un anticorps à un antigène, mais c'est tellement important. On va maintenant parler, on quitte les régions variables et on va parler des régions constantes. Les premières choses dont on va parler, c'est des régions constantes des chaînes légères. Alors, première chose, ce sont les classes des chaînes légères. Alors, comme d'habitude, en faisant le séquençage des chaînes légères, donc, on a constaté qu'il y avait des régions variables, des régions constantes, ça on le savait déjà. Mais puisqu'on s'intéresse maintenant aux régions constantes, ici, c'est ça que l'on regarde, et on compare en fait les régions constantes entre les différents anticorps, on s'aperçoit qu'il y a deux grandes classes de régions constantes. Celles qu'on appelle des régions constantes kappa ou lambda. Donc vous avez deux classes différentes de chaînes légères correspondant à des régions constantes différentes, donc les chaînes légères qu'on appelle kappa et lambda. Kappa, ça vient de Korngold, c'est les chercheurs qui ont trouvé ces chaînes légères. Et l'autre chercheur, c'est Lipari, même nom que les îles. Donc Korngold et Lipari. Alors, entre les chaînes kappa et les chaînes lambda, dans la région constante, il y a 35% d'homologie entre kappa et lambda dans les régions constantes. Alors, chez l'homme, 60% des chaînes légères sont kappa. Chez la souris, c'est 95%. Chez d'autres animaux, en particulier chez des animaux domestiques, le chien, c'est des chaînes lambda qui sont minoritaires. Chez le chat, ici c'est ma chatte Lola qui était une chatte corse. La photo est prise en Corse. Et donc, chez Lola, comme chez les autres chats, c'est lambda qui est majoritaire. Et pour ceux qui ont d'autres animaux domestiques dans leur appartement un petit peu plus volumineux, chez la vache, c'est également lambda qui est majoritaire. Donc, en fonction de l'espèce animale, ce sont kappa ou lambda qui sont majoritaires. Alors, ça, ce sont les grandes classes de chaînes légères. Maintenant, on passe à des sous-classes, en fait, de chaînes légères. Alors, sur ces sous-classes de chaînes légères, on va d'abord regarder ce qui se passe sur les chaînes lambda. Alors là, les choses ont commencé à se mettre en place pour vous et on va les regarder. Donc, on regarde toujours dans la région constante des chaînes légères.
et on regarde ici en position 152 et 190. En 152, vous pouvez avoir deux acides aminés différents. Il ne faut surtout pas retenir ces deux acides aminés. Il faut retenir simplement le principe. Ça peut être en 152 une sérine ou une glycine. Et en 190, ça peut être deux autres acides aminés. Ça peut être arginine ou lysine. Bien. Il se trouve que chez chacun d'entre vous, si je vais en 152, chez tous, je vais trouver des immunoglobulines qui auront effectivement une sérine. Chez chacun d'entre vous, je vais trouver également des immunoglobulines qui auront en 152 une glycine. Bien. Si je fabrique un anticorps qui va reconnaître la région 152, cette région, ça correspondra à un déterminant isotypique ou allotypique? Réponse? J'entends pas bien. Isotypique, puisque je vous ai dit que n'importe lequel d'entre vous a une immunoglobuline avec soit une sérine, soit une glycine. Donc, je vous ai dit un déterminant isotypique, c'est un déterminant qui est présent chez tous. Alors ça vous définit effectivement des sous-classes de chaînes légères, c'est-à-dire si je vais chez vous, je vais regarder, il y a des chaînes kappa, il y a des chaînes lambda, mais il y a également des immunoglobulines avec en 152 une sérine et une autre sous-classe avec en 152 une glycine. À côté de ça, j'ai autre chose, j'ai des variants, cette fois-ci différents, des variants qui sont, alors vous allez me dire ce qu'ils sont, on va regarder cette fois-ci sur les chaînes kappa. Sur les chaînes kappa, je ne suis plus en lambda, je suis en kappa, je vais cette fois-ci, juste à côté, je vais en 153 et en 191. Et en 153, je peux avoir, toujours pas à retenir, je peux avoir soit une valine, soit une adaline. Et en 191, je peux avoir une leucine ou une valine. Eh bien, si je vais chez Jonathan, lui, en 153, il a, mettons, une valine. Chez la demoiselle là, qui n'a pas très chaud, là, qui a froid, ici, je vais avoir une analine. Si je fabrique un réactif, un anticorps, qui reconnaît la région 153, et typiquement 153, je vais reconnaître un déterminant isotypique ou allotypique. Réponse? Bien, allotypique, puisque en 153, en fait, la valine, elle est présente chez certains individus, pas chez d'autres. C'est typiquement un déterminant allotypique. Bien, j'espère que les choses se mettent en place dans votre tête. Donc ça, on parle des variants allotypiques des chaînes légères. Sous-classes de chaînes légères, ce sont en fait des changements correspondant à des déterminants isotypiques, et là, c'est allotypique. Bien. Les régions constantes des chaînes lourdes. Premier point, vous avez différentes classes de chaînes lourdes. Vous avez en fait 5 classes de chaînes lourdes différentes. Vous les voyez apparaître ici. IgG, IgA, IgM, IgD, IgE. Les différences entre ces chaînes lourdes, c'est d'une part, bien entendu, la composition en acides aminés, mais si vous observez bien, vous avez un nombre différent de domaines constants. Regardez, là j'ai 1, 2, 3 domaines constants. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, finalement, les IgG, IgA et IgD ont 3 domaines constants
alors que les IgM et les IgE ont 4 domaines constants. Autre changement qui est important, on le verra, c'est que certaines classes d'immunoglobulines ont par exemple des chaînes J, on va voir tout à l'heure à quoi correspondent ces chaînes J, et d'autres immunoglobulines ont ici ce qu'on appelle la pièce sécrétoire. Et autre changement aussi important, c'est que les immunoglobulines, elles sont soit dans le sérum, soit enchâssées à la surface du lymphocyte B. Elles servent encore une fois de récepteur à l'antigène à la surface des lymphocytes B, et lorsque ce récepteur de surface aura reconnu l'antigène, grâce à son immunoglobuline qui est enchâssée dans le lymphocyte B va maturer, se multiplier, se transformer en plasmocyte, etc. Mais c'est bien en fait la même immunoglobuline, elle est soit sécrétée, soit au départ elle est à la membrane. Ça c'est une IgM. Pareil ici par exemple pour les IgG. Au départ, elle est enchâssée dans la membrane du lymphocyte, puis ensuite, elle va être relarguée par le plasmocyte, elle sera sécrétée. Et vous voyez que la différence entre ces formes sécrétées ou membranaires des immunoglobulines, c'est en fait la longueur ici de la queue que vous trouvez dans la région à l'extrémité carboxyterminale en fait, de l'immunoglobuline. Vous voyez qu'ici, il y a des queues qui sont beaucoup plus longues lorsque l'immunoglobuline est enchâssée dans la membrane, ce qui lui permet justement d'être enchâssée dans la membrane. Donc, autre différence, et une autre différence qu'il ne faudra pas oublier, c'est qu'en fonction des classes des immunoglobulines, vous avez des pourcentages de chaînes sucrées qui sont différents, qui varient entre 3% à 13% de chaînes sucrées dans la composition des immunoglobulines. Alors là, on a parlé de grandes classes d'immunoglobulines qui correspondent à des différences qui sont tout de même importantes. Et maintenant, on va parler des différentes sous-classes. À partir du moment où ce sont des sous-classes, ça correspond à des différences qui sont moins importantes. Les sous-classes, par exemple, vous les voyez apparaître ici. Vous voyez que pour la grande classe des IgG, pour la grande classe des IgG, vous avez 4 sous-classes. IgG1, IgG2, IgG3, IgG4. Alors, on parle de sous-classes parce que si vous regardez la séquence des acides aminés, à ce moment-là, vous avez tout de même 90% d'homologie entre les différentes sous-classes d'IgG. Donc ça veut dire qu'elles se ressemblent tout de même. Les différences se font bien entendu sur les 10% où il n'y a pas d'homologie qui vous reste, mais vous avez d'autres différences qui se font, que vous voyez apparaître ici. Vous apercevez que le nombre de ponts disulfure au niveau de la région charnière varie en fonction des sous-classes. Ici, on en a 2. IgG3, visiblement, il y a un nombre de ponts disulfure qui est beaucoup plus important puisque ça peut passer de 5 à 11. Donc, on va de 2 à 11 en fonction des sous-classes. Donc, changement au niveau des ponts interchaînes. Alors, tous ces changements, ça correspond à des changements, à des déterminants allotypiques qui sont différents. Ça, OK. Ce qui est beaucoup plus important, c'est ce qui arrive là. C'est pourquoi l'organisme se donne tant de mal à faire des classes et des sous-classes. Tout simplement parce que chacune de ces classes et sous-classes ont des fonctions biologiques qui sont différentes. Alors là, vous voyez apparaître un tableau qui est important et qu'il faut bien connaître parce que vous en avez toujours besoin. Que vous soyez biologiste ou vous aurez besoin pour interpréter des résultats de dosage d'immunoglobulines, il faut mieux connaître les normales pour savoir quelles sont les valeurs justement pathologiques. En même temps, c'est intéressant de voir
que chaque classe et sous-classe a des fonctions biologiques différentes, notamment toutes ne sont pas capables de faire un transfert depuis la mère à l'embryon. Le transfert placentaire des immunoglobulines ne se fait pas, par exemple, pour toutes les classes ou sous-classes d'immunoglobulines. Les IgE, ce sont les seuls qui sont impliqués, ou essentiellement un petit peu les IgM, mais surtout les IgE, qui sont impliqués dans la liaison aux mastocytes et basophiles. Tout ça, on va le voir plus en détail. Ici, le message de ce tableau-là, c'est pour vous souligner que les fonctions biologiques sont différentes et pour vous donner au passage quelque chose d'important, c'est les valeurs normales du taux sérique de ces immunoglobulines. Alors, on va les regarder maintenant d'un petit peu plus près et on regarde d'abord les IgG. Immunoglobuline G, en haut à gauche ici. Alors, IgG, c'est 75 à 85% des immunoglobulines sériques, avec un taux qui, je vous le rappelle, est d'environ 9 mg par millilitre. Premier point, c'est un monomère, ça a une constante de sédimentation de 7S, donc une masse moléculaire qui fait 150 000. Le nombre de domaines des chaînes lourdes, c'est 4, puisque vous avez un domaine variable et 3 domaines constants. Donc faites attention, quand on vous pose la question quel est le nombre de domaines des chaînes lourdes, c'est 4. Le pourcentage de chaînes sucrées, c'est 3%. Et encore une fois, lorsque cet IgG est enchâssé en fait dans la surface du lymphocyte B, il a une queue qui est beaucoup plus longue. Chaîne sucrée, 3%, je l'ai dit peut-être. Bien. Donc ça, c'est l'immunoglobuline prototype de démonstration. Et là, on va compliquer un tout petit peu plus les choses. Ce sont les immunoglobulines M. Alors ça, c'est 5 à 10% des immunoglobulines sériques. Et vous avez un taux qui est de 1,5 à peu près, de 1,5 mg par millilitre. Il faut les connaître, hein, ces taux sériques. Alors, dans la membrane du lymphocyte, c'est bien entendu un monomère. Ce n'est un pentamère ici que dans le sérum. C'est évident, mais il faut tout de même le rappeler. Lorsque vous êtes, comme ceci, un pentamère, la masse moléculaire, c'est 970 000, avec une constante de sédimentation qui est 19S, un nombre de domaines de la chaîne lourde qui est cette fois-ci de 5, 4 plus 1, un domaine variable, 4 domaines constants. Vous avez ici une chaîne J. Ça, c'est important. La chaîne J, on va en dire un mot. Vous allez la retrouver ici. Une autre photo, vous retrouvez la chaîne J. Et vous voyez au passage qu'il y a une seule chaîne J par pentamère. Alors, qu'est-ce que c'est cette chaîne J? C'est un polypeptide qui fait 137 acides aminés. Il n'y a pas d'homologie de structure entre cette chaîne J et les domaines des immunoglobulines. Et ce qu'il faut retenir, c'est que cette chaîne J, elle est produite par un gène qui est séparé dans le plasmocyte. Mais c'est bien le plasmocyte qui produit la chaîne J, sauf que ce n'est pas un gène qui code pour une immunoglobuline. Vous allez voir pourquoi je souligne ça. Donc la chaîne J,
c'est produit par le plasmocyte. Alors, ce pentamère, il est capable en fait de lier 10 antigènes, ça veut dire qu'il y a une valence de 10. Chaque site a une faible affinité. Affinité, je vous le rappellerai lorsqu'on fera le cours sur liaison antigène-anticorps, l'affinité, c'est la force des interactions non covalentes entre un seul site de fixation de l'antigène et l'antigène lui-même. Donc, c'est uniquement l'affinité, la force des interactions entre un seul des bras ici et un antigène. Donc, ce que je viens de vous dire, c'est que l'affinité donc, de ces IgM est faible. Par contre, l'avidité, c'est la force des interactions multiples entre un anticorps multivalent et l'antigène. Là, en fait, l'avidité est forte puisque vous avez une valence de 10. Alors même si vous avez 10 petits bras avec une faible force, ça vous fait à la fin une avidité qui est importante. Donc faible affinité, mais forte avidité. Les IgM, autre chose qu'il faut rappeler, vous l'avez déjà vu, je vous rappelle que les IgM, c'est la première classe en fait, d'immunoglobulines qui apparaît dans le sérum lors d'une réponse, que ce soit la réponse primaire ou la réponse secondaire, la réponse à un antigène. Alors, autre chose, on va le voir, c'est que ces IgM, comme les IgA, la classe la plus compliquée, donc la plus intéressante à étudier, ça va être les IgA. Mais déjà, les IgM, comme les IgA, elles peuvent être transportées dans les sécrétions, et pour être transportées dans les sécrétions, ça se fera grâce à un récepteur dont on va reparler tout de suite, qui est un récepteur pour les immunoglobulines polymériques. Ça tombe bien puisque l'IgM, c'est un pentamère. Donc il y a un récepteur qui est capable de reconnaître les immunoglobulines polymériques, dont les IgM, mais également les IgA. Alors, les IgA, on en parle maintenant. Alors les IgA, il y a deux grandes catégories d'IgA. La première catégorie, ce sont les IgA que vous retrouvez dans le sérum. Dans le sérum, c'est 7 à 15% des immunoglobulines. Le taux dans le sérum, c'est 0,5 à 3 mg par millilitre. Alors, les IgA, vous pouvez les trouver soit sous forme de monomères, soit sous forme de dimères. Vous voyez que le dimère, peuvent être dimères tête-bêche ou ils peuvent être dimères côte à côte, avec au milieu là quelque chose dont on n'a pas encore parlé mais qui est très important, qui est la pièce sécrétoire. Ici, dans le sérum, ce qui est prédominant, je n'ai pas dit qu'il n'y avait que ça, ce qui est prédominant, ce sont les monomères. Donc dans le sérum, monomères prédominants. Et non seulement les IgA, ça peut être sous forme de monomère ou sous forme de dimère, mais également, vous vous souvenez qu'il y a deux classes, deux sous-classes différentes d'IgA, les IgA1 et les IgA2. Alors, qu'est-ce que vous observez ici qui est très particulier? Regardez bien, il y a quelque chose que vous n'avez encore jamais vu et qui n'existe que là. Vous avez, oui, vous avez vu? Vous avez repéré ou pas, non? C'est quoi? C'est pas vraiment ça, mais presque. Vous y êtes presque. Alors, ce qui est très particulier, et c'est la seule sous-classe d'immunoglobulines qui a ça, c'est que si vous regardez bien ici, vous n'avez pas de pont disulfure entre les chaînes légères et les chaînes lourdes. C'est-à-dire, ce sont des liaisons non covalentes entre les chaînes légères et les chaînes lourdes. Dans n'importe quelle autre classe ou sous-classe d'immunoglobulines,
vous avez des ponts disulfure intercaténaires, interchaînes. Vous avez bien entendu les ponts intrachaînes, ça on sait, mais vous avez dans toutes les classes ou sous-classes, sauf IgA2, ici vous avez bien un pont interchaîne entre chaîne légère et chaîne lourde. Ici, c'est différent, vous n'avez pas de pont interchaîne. Et c'est donc là que ça se passe. Ce qu'il faut souligner, c'est que dans le sérum, non seulement c'est des monomères qui sont prédominants, mais également ce qui est prédominant, ce sont des IgA1. Donc monomères et IgA1. Alors les IgA sécrétoires. Les IgA sécrétoires, alors au passage, il y a 3 petites croix sur mes notes. Là, ça veut dire que je pose souvent des questions ici sur les IgA sécrétoires. Premier point, elles sont exclusivement polymériques. Bien. Donc, vous avez un dimère cette fois-ci. Exclusivement polymérique, c'est un dimère aussi où c'est plutôt les IgA2 cette fois-ci qui sont prédominantes. Donc, dimère exclusivement avec une prédominance d'IgA2. La masse moléculaire, c'est 285 000. La constante de sédimentation, c'est 11. Le nombre de domaines, en fait, des chaînes lourdes, c'est 4. Un domaine variable, 3 domaines constants. Et il y a la présence non seulement d'une chaîne J, on l'a vu là, la chaîne J, vous la voyez, mais vous avez également présence d'une pièce sécrétoire. Alors qu'est-ce que c'est cette pièce sécrétoire? Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant. Voilà un lymphocyte qui vous produit une IgA dimérique. Cette IgA dimérique, ici, vous êtes dans une sous-muqueuse. Ici, c'est l'épithélium, par exemple l'épithélium intestinal. Et ici, vous avez la lumière de l'intestin. Vous savez que les IgA sont très importants puisque c'est une classe d'immunoglobulines qui est importante pour les défenses au niveau de l'intestin. Il va falloir que cette IgA, qui est pour l'instant dans la sous-muqueuse, elle passe de l'autre côté. Pour ça, vous avez au niveau de la cellule épithéliale ces fameux récepteurs pour les immunoglobulines polymériques, qu'on appelle PIGR, qui sont produits par les cellules épithéliales. Vous vous souvenez tout à l'heure, en fait, que la pièce J, elle a été produite par le plasmocyte. Là, ici, ce récepteur dont je viens de vous parler, il est produit par les cellules épithéliales. Donc, ces récepteurs, il attrape en quelque sorte les IgA dimériques, c'est un récepteur pour les immunoglobulines polymériques, donc il peut attraper les IgM ou les IgA. Là, il attrape les IgA. Il va y avoir formation d'une vésicule qui va permettre en fait le transport de l'IgA à la surface apicale de la cellule. Donc le transport maintenant c'est fait, à la surface apicale. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Il va y avoir un clivage d'une partie du récepteur et reste attaché, je le refais, reste attaché en fait à l'IgA dimérique une partie du récepteur, et cette partie du récepteur, c'est justement la pièce sécrétoire. Alors, ce récepteur, c'est une assez grosse protéine qui a 7 domaines, qui ressemble au domaine des immunoglobulines, mais le message important, c'est de bien comprendre que la pièce sécrétoire, c'est tout simplement une partie du récepteur qui a servi à l'IgA dimérique à aller au niveau justement des sécrétions. IgE.
IgE, c'est 0,02% des immunoglobulines sériques. En fait, ces IgE, elles sont présentes surtout dans la peau et dans les poumons. Et ça, certains d'entre vous, en tout cas 20% minimum d'entre vous, vont bien savoir que les IgE sont présentes surtout au niveau de la peau et au niveau des poumons, parce qu'il y a des récepteurs pour ces IgE au niveau des basophiles et des mastocytes, et ce sont ces récepteurs et ces IgE qui sont en grande partie responsables des réactions d'hypersensibilité immédiate, donc des allergies. Donc ces IgE, même s'ils ne représentent que 0,02% des Ig sériques, elles sont importantes. Elles ont une masse moléculaire de 188 000. Donc ça paraît un petit peu plus qu'un IgG. Donc c'est logique de trouver un nombre de domaines de la chaîne lourde de 5, c'est-à-dire il y a un domaine variable et 4 domaines constants. Et vous avez 12% de chaînes sucrées. Voilà pour les IgE. IgD. IgD, c'est 0,3% des immunoglobulines sériques avec un taux qui est de 0,03 mg par millilitre. Masse moléculaire 184 000. Nombre de domaines des chaînes lourdes, vous le savez déjà, maintenant c'est 4, 3 plus 1. Alors, il y a une région charnière, vous vous souvenez, j'en avais sans doute déjà parlé. La particularité, c'est que c'est une région qui est extrêmement flexible. Alors, on va le voir d'ici peu, vous allez vous apercevoir qu'autour de la maturation des lymphocytes, à un moment donné, pour une raison qu'on ne comprend pas bien, le lymphocyte se met à exprimer à sa surface à la fois des IgM et à la fois des IgD. Une des raisons pour lesquelles sans doute ça exprime des IgD, c'est que les IgD ont une grande flexibilité de la région charnière, ce qui leur permet en fait de reconnaître des antigènes qui vont être assez éloignés les uns des autres. Il y a 13% de chaînes sucrées au niveau des IgD. Bien. Conclusion. Pourquoi tout le monde doit aimer les anticorps? C'est, vous savez, ce document que j'aime bien, dont j'ai l'origine d'ailleurs avec moi. Je l'ai gardé depuis des années, il a 10 ans, 16 novembre 1998. Donc c'est produit. Pourquoi on doit tous aimer les anticorps? Les anticorps, ne vous inquiétez pas, je vais dépasser de 5 minutes, mais ensuite je vous laisserai, on redémarrera 5 minutes après. Donc vous aurez un quart d'heure pour vous relaxer, vous et moi aussi d'ailleurs. Mais je voudrais terminer ça. Là, je repasse beaucoup plus vite, c'est plus pour votre culture générale, mais pour vous motiver sur les anticorps et sur, dans un quart d'heure, la génétique des immunoglobulines. Les anticorps, c'est très important dans l'industrie. En faire des produits thérapeutiques, là vous êtes en 1994, on pensait que c'était effectivement très difficile. Et puis, avec l'arrivée des anticorps chimériques, maintenant, vous savez bien ce que c'est un anticorps chimérique puisque vous connaissez bien les domaines fonctionnels, ces anticorps pour lesquels on a gardé uniquement un domaine fonctionnel correspondant aux régions variables. Avec l'arrivée de ces anticorps chimériques, on a développé des produits et là, en un an, les choses ont basculé alors qu'en 1994, on vous disait c'est difficile, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marchait pas? Parce qu'on utilisait des anticorps en thérapeutique, des anticorps de souris. Et lorsqu'on injecte des anticorps de souris, vous faites, vous, des anticorps humains anti-souris. Donc ça ne marchait pas bien. À partir du moment où vous avez utilisé des anticorps chimériques, à partir de 1995, ça a commencé à beaucoup mieux marcher. Ces anticorps monoclonaux en thérapeutique, ils ont des noms, ça je vous le rappellerai, ils ont des noms un petit peu compliqués que vous voyez ici. Ça, sur le site internet, il faudra bien les retenir parce qu'à chaque fois que vous allez avoir un nom d'anticorps, en regardant la terminaison, vous saurez s'il est murin, très peu, de toute façon, vous allez chimérique, humanisé ou humain. Voilà ici
tous les anticorps qui sont maintenant sur le marché pour le traitement du cancer ou hors traitement de cancer. Ici, c'est un certain nombre d'anticorps qui sont hors traitement cancer. Je vais vous revenir sur tout ça, donc c'est simplement un survol. Les anticorps utilisés pour le traitement des cancers. Au cours des années, encore une fois, on est passé des anticorps chimériques jusqu'à des anticorps humains. Les anticorps humains, on les a d'abord fabriqués avec des techniques de phage, ici, et puis à partir de 2006, donc c'est très récent, par des techniques de la xénomousse. Alors ça, c'est un schéma de la xénomousse, et hier, j'ai reçu le Médecine Science dans lequel il y a l'article où il y a ce schéma-là. Excellente revue, Médecine Science. Hein. Donc voilà l'usine à anticorps humains, voilà la xénomousse qui vous sert ici. Voilà l'anticorps, le tout dernier anticorps qui est arrivé sur le marché, donc qui est utilisé en cancérologie. Un résumé de tous les anticorps qui sont actuellement sur le marché. Pour l'instant, on n'a parlé que des anticorps à usage thérapeutique. Il ne faut pas oublier que les anticorps, on va aussi les utiliser pour le diagnostic. Ça, c'est tous les fragments qu'on étudie actuellement. On fait du génie génétique, et pour comprendre tous ces fragments, il faut mieux comprendre le cours sur la structure des immunoglobulines. Maintenant, tout à l'heure, vous vous souvenez qu'il y avait un animal domestique qui était la vache. En fait, la vache, on l'utilise aussi maintenant pour préparer des anticorps humains. Donc, il y a des anticorps humains que l'on prépare chez la vache, pas uniquement chez la souris. Et pourquoi tout le monde, depuis 1998, les banquiers vous disent qu'il faut aimer les anticorps? C'est parce que le chiffre d'affaires de ces produits est absolument considérable. Beaucoup de ces anticorps sont ce qu'on appelle des blockbusters, qui font plus de 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires, ici. Et ça augmente d'année en année. Donc, c'est des produits intéressants. Et pour terminer, j'aurais dépassé que de 5 minutes, je reprendrai dans un quart d'heure. Il faut revenir à Paul Ehrlich, qui avait imaginé ces anticorps comme des boulets magiques. Et il y a un article de Nature que j'aime beaucoup, où finalement ils disent les boulets magiques ou les balles magiques finalement de Paul Ehrlich, elles ont atteint leur cible, puisqu'elles ont abouti à des développements de médicaments. Voilà.